Game avec forcément les étudiants qui ont beaucoup travaillé pour sortir cette semaine, recevoir des invités, recevoir du beau monde et être dans la continuité. Nous sommes dans cette 3e édition de Behind the Game, ou en tout cas de ce séminaire à l'école. La première a été pour préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La 2e a été pour revenir sur ces derniers. La 3e est simple, c'est celle-ci. On reçoit du monde, on parle de l'actualité sportive et surtout, on essaye d'avoir ce lien de corrélation avec ces championnats d'Europe de natation qui vont arriver très vite, du 31 juillet au 16 août prochain. Ce sera au Centre Aquatique à Paris et les étudiants de la Sports Management School vont également pouvoir travailler dessus, continuer d'acquérir de l'expérience. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on a la chance de recevoir un homme qui a inspiré énormément d'autres hommes, un homme qui a fait beaucoup dans sa carrière. Je suis très honoré de pouvoir avoir cette discussion avec monsieur Jean-Claude Darmon. Jean-Claude, comment ça va ? D'abord, merci de me recevoir et je me porte comme un jeune homme. Vous êtes un jeune homme. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus, si ? Quelquefois, je me pose la question. Quand même. Parfois, la question peut se poser. Jean-Claude, cette année, les étudiants prennent un petit peu plus de place au sein des podcasts, puisque nous sommes passés au format podcast, et les étudiants viennent en début d'émission pour faire le portrait de l'invité. Aujourd'hui, c'est Maxence qu'on reçoit. Maxence, comment ça va ? Ça va, merci Thomas. Tout va bien ? Tout va bien. Magnifique. Impeccable. T'es prêt ? Je suis prêt. L'écriture a été bonne ? L'écriture était bonne. Ouais. Oui. T'as pris du plaisir à écrire cette tout au long chronique ? de la semaine et encore plus pour l'invité qu'on a Eh ben, aujourd'hui. écoute, je te laisse la main. C'est le portrait de Jean-Claude Darmon par Maxence. Jean-Claude, est-ce que vous allez bien ? Écoute, je vais recommencer à te dire. Comme un jeune. Comme un jeune homme. On dirait au mois de Saint-Trétan, je n'ai rien, je suis en pleine forme. Super. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. On va commencer par un dicton bien connu. C'est une image vaut 1000 mots. Aujourd'hui, je change ce dicton et je dis une cravate vaut 1000 mots parce que on a reçu plusieurs invités, de beaux invités tout au long de la semaine. Mais aujourd'hui, grand homme, donc grand costume. C'est la première fois que je mets la cravate en 2026, c'est pour dire. Mais j'aime beaucoup et ça vous va bien. Eh ben c'est très gentil. Il me reste 2 minutes 30 pour dresser votre portrait. 2 minutes 30 alors qu'on sait que Canal a mis quasi 2 heures à retracer votre parcours dans un documentaire intitulé, je l'ai plus. Le grand argentier du L'argentier du sport. L'argentier. Sorti il y a pas longtemps. Dans ce documentaire, Canal raconte vos vies, Oui. tout votre parcours. Ce serait trop long de tout énumérer. Donc, j'ai choisi de faire une liste non exhaustive de vous, un peu pêle-mêle. Vous êtes d'origine algérienne, vous venez d'Oran. À 15 ans, vous étiez sur les docks à Marseille. Pour l'instant, une vie paisible au bord de l'eau. Et là, on change. Vous créez la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Vous créez Téléfoot. Vous sauvez des clubs de la faillite, notamment l'Olympique de Marseille. Vous inventez les panneaux publicitaires. Vous créez le sponsor maillot. Vous avez dealé les premiers droits télé avec Canal, quand c'est tout le micmac que c'est actuellement. Thomas, si tu me laisses, je peux continuer toute l'heure comme ça. Oui, mais je te laisse. À un moment, je te couperai, mais pour le moment, je te laisse. Vous vous faites connaître, via les livres d'or, avec des clubs de football et de rugby. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'était il y a pas longtemps que vous nous avez donné une conférence ici à l'école, et vous commencez la conférence avec « J'ai joué au foot avec Pelé, en costume ». Et là, on dit « Waouh, c'est quelle intro !» Ça m'a mis des étoiles plein les yeux, vous avez l'air de capter l'attention directement. Vous avez côtoyé beaucoup de célébrités. Vous avez créé beaucoup de liens avec différents domaines de la célébrité. On a parlé du roi Pelé, il y a aussi des présidents de la République, je pense à Nicolas Sarkozy, le président de la Ligue de foot, Jean Sadoul, qui a été votre allié pendant de nombreuses années, des présidents de clubs, des champions du monde 98, des champions du monde 2018, Johnny Hallyday, Coluche, Jean-Paul Belmondo. Quand on cite tout ce beau monde, ça fait rêver. Moi, ma question, c'est qui faisait rêver le jeune Jean-Claude sur les docks à Marseille ? Alors, il faut savoir que quand on est comme moi, c'est-à-dire un autodidacte, Oui. rebelle au scolaire, pas ma came, ça me gonflait très vite. Je pensais que il n'était pas utile d'aller aussi loin dans les études pour avancer. Et j'ai très vite compris, en étant docker, parce que je voulais travailler, il fallait quand même que
membre d'une famille de 12 enfants, il fallait donc travailler. Les docs, c'était plus facile, car c'était une épreuve de force permanente. Ça, il n'y a aucun souci, j'étais apte. Et pendant que j'attaquais donc les docs, j'allais à l'école de commerce le soir, les cours du soir de la chambre de commerce, pour essayer de comprendre comment marchait la vie. Donc mon rêve de l'époque, c'était d'exister. C'est important quand tu es dans une famille de 12 enfants pour exister. Et ça va marquer toute ma vie. Très bien, merci. Pour finir, vous avez sorti un livre, Destin. Le mot est bien choisi, car pour un garçon qui vient de Oran, vous avez fini au sommet. Oh, ça c'est une conclusion de qualité. Bravo. Félicitations Bravo. en tout cas Bravo. pour cette chronique. Maxence, un grand merci. J'aime beaucoup ce portrait. Merci beaucoup. J'aimerais le rencontrer parce que c'est un mec pas mal. Hein. Ah, ça, alors là, respectable, respectueux. Alors là, à ce niveau-là, aucun doute. C'est un plaisir, en tout cas, de vous avoir parmi nous pour justement faire un petit peu cette partie 2. Les étudiants nous écoutent à nouveau et pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, cette conférence qu'on a pu avoir à Issy-les-Moulineaux, à la Cité des Sports, leur avait servi. Jean-Claude Darmon, c'était un nom qu'ils entendaient parfois parce qu'ils voulaient travailler dans le monde du sport et oui, ça a été inventé par Jean-Claude Darmon. Ça, oui, ça a été aussi créé par Jean-Claude Darmon. Jean-Claude Darmon, oui, il est souvent aussi au parc. Mais qui est réellement Jean-Claude Darmon? Ils avaient appris ce jour-là. On va retracer rapidement la vie qui a été la vôtre. On est revenu sur les docs à Marseille à 15 ans, né à Oran, grandi à partir de 6 ans dans la cité phocéenne. D'où vient le déclic du sport? Comment s'est fait justement, comment s'est construit cette passion pour le sport? Mais d'abord, il faut savoir que le football, parce qu'on parle d'abord du football, hein, mais le football... Avant le sport. oui, parce que le football, c'est un sport de pauvres. On peut jouer au football avec n'importe quoi. Nous avions on crée des balles de foot avec du chiffon. On attachait avec des élastiques, etc. et on jouait. Donc, cette passion du football, on l'a ou on l'a pas, c'est inné, c'est comme la passion de l'art, c'est comme, etc. C'est pas une chose dont on se dit, il faut prendre le foot, etc. Et, pour vous donner un aperçu, parce que je crois que ça vous le document de Canal oublie plein de choses, mais j'étais champion de natation. Voilà, à l'Isle-Adam. C'est dire que j'ai fait de la boxe, j'ai fait plein de sports. C'est-à-dire que j'ai en moi cet esprit de compétition permanente. Donc que ce soit au bas niveau ou très haut niveau, qui soit celui d'un entrepreneur, j'ai toujours eu envie d'exister, d'avancer et d'essayer d'être le meilleur. Mais on peut pas être le meilleur partout. C'est-à-dire qu'on peut être le meilleur de ce qu'on est capable de faire. Juste aimer, être pelé, justement. Mais j'en avais pas les qualités. Donc pour exister dans le football, il a bien fallu que j'invente une autre stratégie qui est venue au fur et à mesure pour que, comme vous disiez tout à l'heure, je sois omniprésent dans le sport. Ça a montré cette abnégation, cette volonté de réussir en allant toquer à la porte de beaucoup de clubs pour proposer les services, pour tenter de rentrer dans cet écosystème du sport. Quelles ont été les plus grosses difficultés à ça quand on arrive, qu'on toque et qu'au final la porte reste fermée? Est-ce qu'on tente d'aller à l'autre porte ou est-ce qu'on se dit, OK, non, on rentre par la fenêtre et après on s'occupera de l'autre porte d'à côté du voisin? Avant de parler de la porte, ramener le sport à ce qu'il était à l'époque. C'était une cour d'école amateur. Dans l'amateurisme, il y avait beaucoup d'amateurisme marron, puisque les joueurs de football touchaient 2,50 € au black, le joueur de rugby de la même façon, mais le joueur de rugby avait l'avantage, grâce au fait que ce soit dans des petites villes, on leur donnait un bar, voilà, etc. Donc, cette espèce d'envie d'avancer sur le plan économique, je l'ai très vite compris. Et j'essayais pas de forcer la porte. Parce que quand on force la porte, on a en face de soi des gens qui grimacent, qui vous aiment pas.
Donc j'essaie souvent de les convaincre. Et toute ma vie a été basée sur le fait d'essayer de prouver, de convaincre, etc. Ce qui est très difficile quand vous partez d'un horizon très très lointain, de faire croire à des gens qui sont là depuis des années qu'on va changer le monde, qu'on va changer la nature de leur club et l'économie de leur club. Est-ce qu'on est convaincant ou est-ce qu'on apprend à être convaincant? Très honnêtement, je pense que c'est comme l'histoire du sport. On a ça dans le sang. Okay. Convaincre, on peut être un très bon avocat, parce que la technique nous apprend à convaincre, mais jamais par l'émotion. Les grands avocats, c'est ceux qui ont déjà ça au fond d'eux. Oui, il faut qu'on soit habité. Si on n'est pas habité par ce qu'on fait, je pense pas qu'on aille très loin, en vérité. Ça permet justement d'avoir. Alors dans ces cas-là, si on est convaincant, si on a ça dans le sang, si c'est inné à ce niveau-là, sur quoi entre le jeune des docs et le jeune qui cherche à se faire reconnaître, à changer les choses, et l'homme de maintenant que j'ai en face de moi, sur quoi vous avez pu progresser tout au long de votre carrière? Quels ont été les moments, les temps de passage sur lesquels vous êtes dit, OK, là j'ai progressé, OK, là j'ai pris du niveau, OK, là je me suis amélioré? Alors, rappelez-vous que je suis autodidacte. Tous les jours que Dieu fasse, je lisais quasiment un livre par semaine. Je lisais 4-5 journaux. Fondamental, quand on est un âne, comme j'étais, il faut essayer d'aller chercher du foin. Et pour me nourrir, ma seule peur, c'était d'être un imposteur. Parce que quand tu veux boxer en poids lourd, faut t'entraîner, faut t'entraîner. Comme un poids léger. Mais évidemment. Donc, cette culture est nécessaire et indispensable. J'ai eu un regret, ça n'a pas duré longtemps, de ne pas poursuivre mes études. Parce que, très honnêtement, j'étais capable de le faire. Mais, je vous l'ai dit tout au début, ça me prenait la tête. J'avais pas envie de ça. Ça a montré l'abnégation, justement, avec laquelle vous avez réussi à faire changer le football français. Et j'irais même jusqu'à dire construire le football français, en tout cas dans sa version professionnelle, à ce qu'il soit autonome de manière financière. Quel a été votre point de départ? Le point de départ, il peut être différent pour tout le monde. Certains vont dire que c'est tel club, d'autres vont dire que c'est tel club, d'autres vont dire que c'est telle personne. Vous, quel est votre point de départ? Rappelez-vous que il est fondamental d'avoir des rencontres. Ma vie n'est faite que de rencontres. C'est pour ça que nous sommes là. Mais oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. La première grande rencontre qui va marquer ma vie, c'est Jean Sadoul, président de la Ligue nationale du football, huissier, qui aime pas l'argent. La deuxième rencontre, c'est Michel Hidalgo, entraîneur emblématique des années 80. C'est surtout Robert Budzinski, au FC Nantes, Alexis Benhichois, qui m'ont fait confiance. Alors, Nantes, c'est le club mythique. Quand je débarque au FC Nantes, ils ont peur de moi. C'est une évidence. J'arrive de Marseille, je leur dis qu'on va faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ils me prennent pour un menteur, et c'est tout. Pas eux. C'est de là, non. Et je vais construire à Nantes toute la base même de mon métier. Ça va être mon laboratoire, le FC Nantes. Parce que le FC Nantes a une belle image, a de grands joueurs. Le FC Nantes est une famille. Et donc de là, je vais être propulsé avec un résultat qui est formidable et qui va nous amener à la réussite qui est la mienne. Pardon. Et je veux terminer quand même au niveau des rencontres, parce que tout à l'heure vous avez parlé de Nicolas Sarkozy. Nicolas, il a marqué ma vie. Nicolas, je suis ami avec le président actuel. Emmanuel, qui est un fracassé de foot, il aime l'OM, etc. Hollande, qui est fracassé de foot. Je suis pote. Les autres, ce sont mes amis. Mais Nicolas est 3 tons au-dessus, parce que c'était une leçon de vie pour moi. Sa résilience, son envie, son intelligence, il est un exemple permanent dans ma vie. Et c'est ce que je conseille aux gamins de votre école. Il faut absolument s'arrêter sur des gens en posant 1000 questions, en essayant de comprendre, parce que on s'enrichit de l'expérience des autres.
On y reviendra sur cet épisode Nicolas Sarkozy ensuite, pour une simple et bonne raison que on en reparlera, mais j'ai la chance de travailler au Parc des Princes et il faut le dire que certaines personnes viennent au Parc des Princes pour être vues, pour faire justement amende honorable sur le fait d'être là dans les matchs importants. Vous deux, j'ai la chance de vous avoir en face de moi. Nicolas Sarkozy est très souvent au Parc des Princes, mais vous êtes là quasiment à chaque match. Vous en ratez très peu. Vous n'êtes pas là pour être sous le feu des projecteurs, pour être devant les caméras, mais simplement pour être dans le côté sportif, dans le fait de voir les matchs. Et on y reviendra, mais c'est très important pour la suite. Oui, mais c'est important. Pardon. Vous avez raison, c'est vrai, mais j'ai cette passion dévorante comme Nicolas là. Mmh. Mais ces gens qui viennent pour être vus, c'est important pour nous. Oui, bien sûr. C'est important parce que celui qui regarde la télé, il voit que Antoine Arnaud est là. Oui. Voilà, Antoine Arnaud, première fortune française et l'une des premières au monde, il est là. Puis d'un coup, on se rend compte qu'Antoine, il n'est pas là pour faire le bouffon. Non. Il a lui-même une passion. Donc la passion, c'est pas celle, je dis tout à l'heure, le football, le sport des pauvres, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a certains qui viennent faire qui viennent montrer leur tronche. Ouais. Puis il y a ceux qui viennent parce que la passion est dévorante, qu'ils soient femmes ou hommes, parce que on a maintenant une clientèle de femmes, ce qui était très très rare. Et 98, la Coupe du Monde nous a amené cette clientèle de femmes qui étaient devant la télévision avec leur mari, qui comprenaient rien au film, qui ont compris que l'émotion était débordante et qu'elles voulaient participer à cette émotion. Ça fait partie, on va y revenir sur cet épisode Paris Saint-Germain. Ensuite, si on continue de dérouler un petit peu ce fil conducteur, 84, création de Canal+, avec tout ce qui va en découler, et de très belles choses vont justement arriver, la diffusion des premiers matchs, les grandes négociations pour vous avec le board de Canal et le board de la Ligue. Comment ça s'est opéré? D'abord, rappelons-nous, c'est encore des rencontres. Bien sûr. Charles Bietri, il est l'un des journalistes vedettes de l'AFP. La télévision, il comprend rien, Charles. C'est pas son domaine. Rien. Sauf que, il est comme moi. Il a une vision des choses qui est totalement nouvelle. Il pense, dès lors que je commence à vendre les matchs à Canal, il invente, il réinvente la télévision. Donc, le choix de Canal, avec Charles, avec Pierre Lescure, avec André Rousselet, le président de Canal, d'amener à magnifier ce sport, à cartonner. C'était pas évident au début, vous l'avez bien compris, puisque les discussions avec la Ligue, pour lesquelles j'étais l'un des éléments numéro 1 des négociations, puisque j'avais la confiance de Boum, tu vois, comme quoi ça revient, de Jean Sadoul et du conseil d'administration, faisait que je pouvais me permettre beaucoup de choses. Mais en termes de négociation, j'avais quasiment un feu vert. Et nous avions des droits télévisés à l'époque très importants. Qui ont été modifiés avec le temps selon les abonnés. Ça veut donc dire que on est passé sur un côté qui a été assez dingue sur la planification et la gestion des droits qui ont été mis à la base sur du vent parce que les abonnés n'existaient pas et qui ont ensuite été construits sur une plateforme qui a eu sa réussite qui est arrivée au fur et à mesure. Oui, parce que là encore, nous avions, Canal et moi, une vision du football qui était formidable. Dès lors qu'on crée une vitrine, on vend bien le produit. Mais le président avait une attitude différente. Il considérait que un match télévisé vidait les stades. Moi, je considérais qu'un match télévisé remplissait les stades. Et Canal pensait comme moi. Donc, Canal, quand on a commencé à négocier sur le nombre d'abonnés, était optimiste, mais pessimiste en vérité. Parce que c'est... croyant, dirait-on. Mais oui, mais faire payer les gens pour voir la télé, ça n'existait pas à l'époque. Il faut aller Antenne 2, France 2, TF1, ils ouvraient, etc. Là, non. Il fallait payer pour voir. Mais voir quelque chose d'essentiel, d'extraordinaire. Et d'où la réussite de Canal, qui est
a entraîné la mienne de réussite, puisqu'on a fait on a fait un binôme. On s'est battu comme des chiffonniers, et c'est tellement vrai que grâce à Canal, je vais magnifier le téléfoot, car le téléfoot, je vais le vendre et créé en 76-77, mais c'est construit comme on peut. Puis d'un coup, Canal va obliger Téléfoot à se réinventer. Mhm. Et d'un coup, on va avoir non seulement des matchs diffusés, mais un magazine qui va cartonner. Bien sûr, avec justement un suivi encore plus intensif, avec une autre simplement vision du football. Est-ce que c'était ça qui était souhaité de base dans le fait de réinventer les choses? Est-ce que on était parti jusqu'à ce que la rivière coule si bas? Oui, en vérité, puisque on le sait pas au départ. Il y a eu aucune surprise. Voilà. Non, si, il y a toujours des surprises. Merci. Mais non, vous le savez bien, notre vie, et heureusement, chaque jour on a notre surprise. Sauf que il faut pas t'étonner que tu descends de cours d'eau si tu nages. Mm-hmm. C'est être dans l'eau et flotter, tu vas pas très vite. Donc celui qui fait l'effort mérite. Et là, Canal et TF1, puisqu'ils sont venus nous épauler, et le football français a tout fait pour que ce football soit magnifié. D'un coup, on a découvert ce football. D'ailleurs, j'ai appliqué la même rhétorique avec mes amis africains. Quand on va créer la CAN avec Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, la CAN est déjà créée avant qu'on arrive. C'est en 1990 en Algérie. Mm-hmm. Et c'est un fiasco. Moi, je m'occupe de rien, hein. C'est un fiasco. Et là, en 92, c'est le Sénégal. Et je lui dis à Issa, si on veut que le football marocain football africain se développe, tu as l'absus encore révélateur, si on veut que on connaisse nos joueurs, si on veut changer les infrastructures, si on veut avoir des moyens financiers, etc., il faut faire ça et ça. Et lui, dégage en touche, je me dis, ouais, très bien, tu le fais. J'ai entendu, tu penses être capable, fais-le. Il m'a donné tous les moyens, comme Jean Sadoul. Il a fait comme Jean Sadoul, il m'a donné les moyens de pouvoir me battre et réussir à faire de cette compétition qui est une des compétitions aujourd'hui qui est formidable. Quelquefois poussée à l'extrême, mais formidable quand même. Vous avez été à la dernière au Maroc cet hiver? Non, j'y suis pas allé pour une simple raison, c'est que c'est tombé dans un moment le plus douloureux de ma vie. J'en ai eu d'autres. Hein. J'ai eu un de mes meilleurs amis, Roland Courbis, qui est mort. Mmh. Et il m'a emporté avec lui parce que j'ai vécu sa maladie. J'ai vécu sa fin. Mmh. Et j'avais donc programmé de partir à la CAN. J'avais les places et tout, etc. Et non, et j'avais autre chose à faire que de voir. Je l'ai vu à la télé, évidemment, hein, mais j'étais pas sur le terrain. Quand on voit justement le manque d'infrastructures, quand on part de 1990-92 et qu'on voit les stades qui ont maintenant émergé au Maroc avec des stades dernier cri, avec des infrastructures phénoménales qui peuvent accueillir potentiellement la prochaine Coupe du Monde des clubs, ça laisse rêveur. Le Maroc aujourd'hui a je veux pas dire une connerie, c'est à Rabat, le stade le plus grand au monde. Ah, celui qui va être créé et qui arrive à Casablanca. Oui, Casablanca. 118 personnes, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Bien sûr, c'est ce qu'on va avoir à Paris dans peu de temps. Ils espèrent avoir le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2030. Mais ça va se jouer, mais à mon avis, je vois pas comment on peut les priver de... Ils voulaient avoir la finale de base, mais bon, je pense que Madrid et Bernabéu ils vont pas laisser faire. Je pense que avec Florentino Pérez, ça peut être légèrement compliqué. C'est pas faux, il lâche rien. C'est comme ça qu'il a mené aussi un club si haut. Pas un club, c'est une légende. Une institution. C'est une légende. On est d'accord là-dessus. Si on continue de prendre un petit peu ce fil chronologique et qu'on arrive, alors j'allais dire sur 98, mais non, sur avant, parce que cette Coupe du Monde n'aurait jamais eu lieu en 98 sans le fait de l'obtenir. Quel a été votre rôle dans l'obtention justement de 98? Honnêtement, sans prétention, j'étais l'un des éléments majeurs. Mais quand je vous dis ça, je vous mens. Car là encore, Fernand Sastre, président de la fédération, Jean Sadoul, président de la Ligue, avait une telle confiance en moi que l'organisation
mis en place a fait que franchement on était très démerdards. Le dossier a été fait, c'était un dossier blindé, très 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 bon dossier, et là c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Ce sont les techniciens, ce sont mes présidents qui les ont mis en place, et on a été très astucieux. Et là encore, Canal a joué un rôle fondamental. Canal est venu m'aider, il nous a donné des moyens, TF1 aussi d'ailleurs, Patrick Lelay, que à un moment donné, nous étions en concurrence justement contre le Maroc, qui avait fait une campagne exceptionnelle l'année d'avant, la fois d'avant, et pensait gagner. Et ils avaient tellement raison, c'est que on commençait à penser qu'il fallait bien qu'il y ait les pays du Maghreb qui l'obtiennent, etc. Et là, on leur a grillé la politesse et on a gagné. C'est parti pour une Coupe du Monde qui a au final fait un petit peu changer l'esprit du foot en France. Oui, on était black, blanc, beurre. C'est un constat. Moi, je tombe des nues. On a toujours vécu comme ça, donc je comprenais pas beaucoup, mais c'était vrai. Puis on a une France qui gagne. Et il faut que je vous dise une chose qui va vous surprendre peut-être, mais cette équipe était une équipe terriblement intelligente. Les joueurs étaient le sont encore, terriblement intelligents. Épris de solidarité, plein d'humilité. Ils avaient un meneur qui était Zidane, qui se prenait pas la tête, qui se prenait pas pour quelqu'un d'autre. Puis ils avaient surtout un homme qui les galvanisait, qui était Didier Deschamps, nantais comme moi, capitaine, nantais comme moi, qui ne lâchait rien. Et j'ai l'impression qu'il est encore là, d'ailleurs. Je pense honnêtement que c'est le meilleur entraîneur au monde. Il a fait 3 finales. Une gagnée, 2 perdues, mais comme on va gagner la prochaine, donc on n'aura pas de mérite. Et ça fera sa 4e alors. Il a été finaliste de la Coupe d'Europe avec l'AS Monaco. Il a amené l'OM dans des conditions exceptionnelles, etc. C'est un énorme entraîneur, un énorme joueur. Puis mais humainement, moi, pardon, mais je l'aime. Je l'ai vu naître au FC Nantes. J'ai vu gamin quand il était au centre de formation. Tous les mercredis, on jouait les vieux contre les jeunes. Et comme avec De Sailly, ils avaient aucune pudeur. Ils nous rouaient de coups sur le terrain, sachant pertinemment que nous, on pouvait pas les rendre. Bien évidemment. C'est partie du jeu, forcément. Et c'est vrai que Didier Deschamps, qui est là depuis déjà fin 2012, à la tête de l'équipe de France, et qui rendra les armes à l'issue de cette Coupe du Monde. Il rendra rien du tout. En tout cas, rendre les armes de la tête de l'équipe de France. Voilà, oui, il rend rien. C'est une passation. Bien sûr. Il a un avenir, il sait probablement où il va, et il a considéré qu'il y avait un temps au temps. Comme le président de la fédération d'ailleurs, qui lui aussi est nantais. Vous avez bien compris. Ça commence à faire beaucoup de dans l'histoire. C'est pas faux. Non, il y a un moment donné, il a considéré qu'il fallait arrêter les frais. Voilà. Et il passe à autre chose. Et il a raison. Je lui donne raison. Avec le sentiment du devoir accompli. En tout cas, il peut l'avoir. Il va l'accomplir finalement dans quelques temps, au mois de juin. Quand on reprend le football de 1980-84 et celui on se met en 2000, parce qu'on est à nouveau champion en 2000, mais 98 est passé. Il y a eu cette fameuse France black, blanc, beurre. Il y a eu ces Champs-Élysées qui étaient exceptionnellement magnifiques, avec l'Arc de Triomphe qui rend hommage aux héros. Exact. Quels ont été les changements majeurs du football, vous qui avez été à l'intérieur? En 84, il n'y a pas cette ferveur, il n'y a pas ces femmes qui sont drivées par l'équipe de France, par la victoire, par le ballon rond. Quels ont été les changements justement qui ont été faits, que ce soit j'allais dire footballistiquement parlant, mais sportivement, mais surtout dans le côté entrepreneurial, dans les marques qui s'y investissent? D'abord, le football, on nous définissait comme populaire, et populaire avait le sens péjoratif de dire ras des pâquerettes. Puis ils se sont rendus compte, pas du tout. Nous avions un bon niveau. Des footballeurs passaient pour des crétins. Et comme ça, d'ailleurs quand je dis footballeur, je mens. Le sportif était quelqu'un qui avait une poche chiche dans la tête. C'est cette espèce de mépris qu'avaient les gens pour les gens qui étaient des professionnels du football, athlétisme et autres, a disparu. Parce qu'on s'est rendu compte, par les interviews, qu'ils étaient, on le dit tout à l'heure, intelligents,
capables d'émotions fortes. Et il n'y avait pas que l'argent qui les motivait, loin s'en faut. Ce qu'ils voulaient être d'abord, c'est être les meilleurs. Et cette France de 84, parce que je vous rappelle qu'on était champion d'Europe quand même, Bien évidemment. cette France de 84 de Michel Hidalgo nous a donné confiance. Puis après, on a perdu confiance parce que les générations, former des générations, c'est très dur. On a été le premier pays au monde en termes de formation. Et on l'est un peu moins parce que tout le monde nous a copiés. Et on est devenu un pays de tiers-monde, puisque tous les pays européens nous piquent nos joueurs, nous piquaient d'ailleurs nos joueurs, nous les piquent encore maintenant. Mais cette aura, ce sont les résultats, ça compte les résultats. Les résultats, il y a une adhésion du public aux résultats, parce que quelque part ils se retrouvent. Prenons l'exemple de Johnny. Les gens, pourquoi ils l'adoraient? Parce qu'il était simple, qu'il galvanisait, que quelquefois il se retrouvait en lui, qu'il avait des chansons populaires et pourtant écrites par les plus grands Paroliers, par les plus grands paroliers, les musiciens, etc. Mais il avait envie d'avoir envie. Et c'est ce que nous on a fait dans le sport. En football et en rugby, mais aussi en natation. Quand on a un moteur, on a parlé tout à l'heure de Pelé, on parle de Marchand, etc. Il arrache tout sur son passage. Du jour où Marchand a cartonné, on a mis, je crois, 2300 piscines dans la foulée. C'est comme quoi. Donc voilà, tout ça a milité à ce que on nous ait pris au sérieux et on a développé ce sport que vous aimez comme moi, je le sais. Ah ça, y a aucun doute à ce niveau-là. Je le sais. On revient parce que ça fait déjà 2 fois qu'on en parle. Jouer avec Pelé, ça fait quoi? D'abord, jouer avec Pelé, c'est un mensonge et honté. Tu joues jamais avec Pelé. Non, tu regardes Pelé jouer. Oui, oui. Moi, j'ai joué avec Platini, j'ai joué avec Eusebio, j'ai joué avec Alfredo Di Stefano. Pour vous, ça peut même pas exister. C'est l'une des plus grandes stars au monde du football. Tout ça en tennis ballon, en six, en truc. Pelé, on est en 83, je crois, 84, les gens de Bordeaux décident de faire non, c'est faux. La ville de Bordeaux décide de faire une campagne à Los Angeles pour récupérer des entreprises qui viennent s'installer à Bordeaux. Et demande aux Girondins de Claude Bess, qui était la très grande équipe, de venir avec des matchs qu'on disputait. Et avant ces matchs, on va donc à Los Angeles et Pelé s'occupe des équipes. Il est la caution morale de cette équipe, du soccer de l'époque, mais qui est, non. Là, c'est une vraie équipe qui est brésilienne qu'on nous amène, etc., Donc, ça n'a rien à voir. Et je suis avec Thierry Roland, avec mon meilleur ami Claude Cohen, etc., et arrive Pelé. C'est passé d'humour au blanc, là. Boum, on se prend plein la gueule. Et on était tous habillés normalement, Et il prend le ballon, il commence à tripoter. Donc on dit, attends, viens, on a commencé à prendre les vestes, on a mis les vestes de l'autre côté, on a fait 2 camps, on s'est déchiré. Et déchiré, c'est un régal. Et de ce match, il m'a dit, quand je viendrai à Paris, je viendrai te voir. Et évidemment, j'ai cru naïvement qu'il se foutait de ma gueule, quoi. Et c'était le cas, il est venu. C'était le cas. Et chaque fois qu'il venait me voir, il m'appelait, je le voyais, bon, bref. Les souvenirs d'une vie. C'est incroyable. J'ai des photos avec lui. J'ai pourtant rien au monde. Quelquefois, mon assistante qui est là m'en a fauché 2 ou 3. J'ai envie de l'étrangler, mais elle les a retrouvés. Donc ça va. Ah, ça va. Sinon, ça va. On est sauvé. Le quai est sauvé. Elle les a retrouvés. On va reparler un petit peu aux étudiants, même si je suis sûr qu'ils boivent les paroles depuis tout à l'heure, avec juste l'esprit un peu, alors entrepreneurial, on l'a depuis tout à l'heure, mais beaucoup plus structuré, avec également le côté sociétal et Sport 5 qui est créé, qui existe et qui va en tout cas driver de manière officielle beaucoup de clubs, pas seulement dans le football, dans plein d'autres sports également. Pourquoi avoir à un moment donné justement créé cette société pour stabiliser justement les choses et déléguer surtout? Tout se fait
au fur et à mesure. Hein. Rien n'est prévu. Quand je crée Sport5, je rachète mon principal adversaire allemand, qui a quasiment presque le même chiffre d'affaires que moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il devait faire 100 et quelques millions d'euros, 120 millions d'euros. Moi, j'avais peut-être 140, 150. Et la filiale de Canal qui s'appelait Sport Plus. Mm-hmm. Et on va créer donc cette première société au monde de marketing sportif. Pourquoi je la crée ? Parce que c'est pas l'argent qui est mon moteur. C'est l'envie d'être le premier. De répandre ce que j'ai inventé, créé, etc. Et quand on arrive à avoir ce support, on faisait grosso modo 1 milliard de chiffre d'affaires, on a l'envie de porter au club et aux équipes de ces clubs notre expérience et de leur dire ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Et ça me permet de vous passer un message à vous et à vous tous. Ne doutez jamais de vous. Les échecs nous font avancer. Celui qui a peur d'un échec, c'est même pas la peine qu'il continue. On a tous quelque chose de bon en nous. C'est pas la peine d'exceller pour être le premier tout le temps. C'est pas utile. Il faut être utile. Il faut avoir des envies. Il faut avoir de la passion. Il faut prendre la vie à bras le corps. Chaque jour qui passe, c'est pas un jour de moins. C'est un jour de plus de notre vie. Car ceux qui disent qu'ils ont le temps se trompent énormément. Le temps n'existe pas. Seul le présent à la seconde où je vous parle existe. La seconde d'après appartient à Dieu. Donc, quand on dit oui, mais j'ai le temps de faire, c'est une connerie faite. You do it. Si je parle anglais couramment. Et donc, c'est ça qui est très important. C'est ce message qu'il faut prendre en compte. Voilà. Et la réussite de Sport5, c'est fait au fur et à mesure. N'allez pas croire du jour au lendemain, je lui dis, je vais créer. J'ai la chance d'être en face. Déjà, un grand merci pour les mots qui ont été dits, puisqu'ils ils servent et on ne peut que s'inspirer de ça. Et je vais prendre la petite seconde personnelle dans ça. Moi, je suis né à Auxerre et j'ai été directement au foot, à la Baie des Champs. Normal. Logique. Et donc, j'ai eu la chance d'y aller très tôt et j'ai directement découvert les petits journaux, les panneaux publicitaires, le PlayStation, bref, toutes ces choses-là. Ça, c'est moi. Je ne vous apprends rien. Et quand on apprend, quand on est passionné de sport, quand on aime ça et qu'on cherche à comprendre le pourquoi du comment, on m'a toujours dit oui, c'est Jean-Claude Darmon. Donc du coup, on se dit on est avec c'est Jean-Claude Darmon. Puis après, on apprend à comprendre petit à petit et la personne qui s'occupait de Sport5 à Auxerre était un ami de la famille et cette personne-là, à force de la côtoyer, c'était en tout cas un de vos neveux. Vous avez toujours mis la famille au centre des business. C'est essentiel. C'est essentiel parce que on connaît et vous savez bien que un élément essentiel de la réussite, c'est la confiance. C'est important d'avoir confiance. Mais puisque vous me parlez d'Auxerre, c'est un club que j'aimais par-dessus tout. Le président, Jean-Claude Hamel, l'entraîneur fracassé de la tronche, que vous connaissez comme moi, le vice-président malade mental, qui dans le poulet avait révolutionné le poulet, bien sûr, qui était pilote d'avion. À 16 heures perdues. Non, c'est pas 16 heures qu'il perdait, c'est nous. Je vais vous raconter une histoire. J'aime. Il avait une piste d'atterrissage dans son parc. Nous allions ensemble, il voulait absolument que j'aille l'accompagner à Guignon. Donc vous savez que quand on décolle, il faut un plan de vol. Et plan de vol, vous avez une tour de contrôle. Donc on monte dans l'avion, on n'est que tous les deux, il pilote. On lui demande en anglais où il va. Il parle pas un mot d'anglais. Alors que vous, oui. Ouais, mais moi je baragouine à l'époque. Et j'entends rien. Et il prend sa piste, il commence à foncer pour décoller. Je dis mais t'es un malade. Tu décolles sans plan de vol.
Et on entendait en français et en anglais cette fois-ci. Mais comment vous n'avez pas le vent? Il dit, oui, oh là, j'entends rien. Il m'amenait à Guignon sans plan de vol. Il volait à une altitude, il savait même pas laquelle. On pouvait rencontrer n'importe quel avion, hélicoptère en face. C'était un fou furieux. Je suis allé avec lui à Guignon, je l'ai aidé à convaincre le club de Guignon qu'il fallait continuer le professionnalisme, etc. Et il me dit, on décolle à 17h. Je lui dis, non, je crois que tu n'as pas compris. Moi, je prends le train. C'est un fou furieux. Toi, tu redécolles. Moi, je resterai là. C'est un malade. Mais donc, oui, ce côté familial qui a amené... J'adorais. Oui. Alors, pardon, oui. Non. Évidemment, j'ai fait confiance à mes neveux, j'ai fait confiance à tout ce qui me touchait, mais il n'y avait pas que ça, parce que les cadres, il faut savoir que ma réussite, elle tient, et c'est là où c'est fort quand on est autodidacte, il faut savoir prendre des gens qui sont plus forts que vous. Donc, je me suis entouré de 4 lieutenants. L'un était l'un des plus grands avocats internationaux, spécialisé de droit télé, qui avait été le bras droit d'un ministre de la Communication, Jean-Louis Le Tarret. L'autre, qui était mon directeur financier, il était d'une honnêteté, d'une rigidité extraordinaire, Patrick Ménard. Un fracassé de foot, très bon, qui aurait pu faire professionnel, Marc Laveste. J'en ai fait mon directeur technique. Et Gérard Brillat, qui avait déjà eu une petite expérience à l'OM. Voilà. Gérard était plutôt avenant, sympathique. Les 3 autres, sympathiques pas trop. Nous étions que des guerriers. Lui était un peu moins que nous. Et grâce à ces hommes, je suis devenu ce que je suis. Après, il y a les couronnes. La deuxième, donc cette première couronne, ce sont mes punchers. La deuxième couronne, vous avez raison, j'ai quelques membres de ma famille, dont mon fils Jean-Jacques, qui était l'un des patrons des droits télé, et un troisième. Mais dès lors que je suis devenu riche, parce qu'à un moment donné, je suis devenu riche, eux sont devenus ultra riches, la première couronne. Ils ont des maisons, de l'argent, etc. La deuxième couronne, ils sont devenus pas mal, puisqu'ils ont pu aussi s'acheter des appartements. Ils n'achetaient pas des villas, etc. C'est vous dire que j'ai tenu compte qu'une réussite, on peut pas réussir seul. Ça n'existe pas. On le voit bien. Platini sur un terrain seul, il peut pas gagner un match. Zidane seul sur un terrain, il peut pas gagner un match. C'est une équipe. Et j'avais cette au fond de moi, cette espèce de conviction que rien ne se fait si c'est pas en équipe. On est bien d'accord là-dessus. Il faut un meneur. Vous étiez le meneur. Oui, c'est vrai. Et après, il y a ces différentes couronnes qui viennent compléter tout cela. Si on continue, on va arriver au Paris Saint-Germain. J'en suis sûr et certain dans peu de temps. Aucun problème. Mais avant ça, j'ai envie d'avoir votre avis, puisque c'est pour les étudiants souvent le premier souvenir sport. En tout cas, on a parlé de 98, on a parlé de l'équipe de France. Et ça a été une réussite pour ces 30, 40 ans. Mais le premier souvenir sport, après tout ce qui avait été réalisé d'exceptionnel pour cette génération étudiante, c'est souvent une équipe de France qui s'est fracassée contre le mur, qui a créé beaucoup de débats, d'éclats. Quel est votre sentiment et votre ressenti quand vous voyez l'équipe de France bafouer beaucoup de codes en 2010 et en tout cas être traité de la manière dont ils ont été traités par les médias? Comment est-ce que vous le voyez? Comment est-ce que vous le visualisez à Naïsna et en Afrique du Sud? Le problème qu'on a avec les médias, c'est beaucoup d'entre eux n'ont jamais joué au foot. Ça, c'est sûr. Donc pour comprendre un sportif de haut niveau quand tu n'as pas joué, c'est délicat. Puis deuxième point, enfin, il court à la victoire. Troisième point, enfin, c'est vendeur de tirer à boulet rouge sur des gens qui ont été des grands champions. On a connu ça dans le cyclisme, on a connu ça dans la boxe. Dès lors que tu perds un match, il y a pas si longtemps que ça, l'un des champions que j'aime par-dessus tout, dans le handball, c'est pas une star.
c'est une légende, s'est fait huer alors qu'il faisait un exposé. Je trouve ça lamentable, mais lamentable. Donc, ce qu'il a vécu lui, on l'a vécu nous en 2010. Ils attendent tout de nous. C'est marrant. Enrique disait une chose. Après un match perdu, il disait, mais je comprends pas, il se passe quoi? Ouais, vous avez perdu un match. Et on est là pour gagner tous les matchs? C'est n'importe quoi, ça. On a le droit, je le disais tout à l'heure. Idem pour moi. C'est par les échecs qu'on avance. On a besoin d'échecs pour se renouveler. On a besoin d'échecs pour avancer. Et la preuve, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, et il faut que je vous le dise, je me suis pas contenté de m'occuper des clubs. J'ai été l'un des éléments moteurs de la formation. Si que La Fontaine existe, c'est grâce à Jean Sadoul, Fernand Sastre, Philippe Pia et moi-même. On a fait un centre de la Genelière, tu vois, le FC Nantes. Encore le FC Nantes. On a créé ce centre de formation. On a créé une fondation, bénévolement, évidemment. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment les numéros 1 au monde, même si nous sommes copiés, et largement copiés. Je trouve que c'est bien de s'intéresser aux origines, donc la formation, et jusqu'au professionnel. J'ai pas uniquement pris que le gratin. Et je me suis attaqué aux vrais problèmes du football. J'ai d'ailleurs fait un livre d'or, je dis n'importe quoi, un livre blanc sur la formation, il y a une 40aine d'années, tellement ça m'avait tracassé. Je l'ai jamais sorti. Mais c'est vrai parce que former plein de joueurs, c'était bien, mais former les joueurs, il fallait aussi qu'on ait les clubs qui puissent les payer, les prendre, les infrastructures qu'on n'avait pas, etc. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Je prends toutes ces paroles. 2010, c'est fait. 2014, voilà. On dit qu'on passe. 2018, 2022, on a parlé des 2 finales supplémentaires de Didier Deschamps. Je sais que vous êtes un très proche de beaucoup de joueurs qui notamment ont fait ces 2 épopées, une victorieuse, une non. Comment est-ce que vous avez vécu alors déjà ces Coupes du Monde, mais surtout ces finales? Comment est-ce qu'on arrive quand c'est une finale de Coupe du Monde, qu'on a vécu 98 et que c'était à la maison, et que là, en plus, c'est nos amis qui jouent, nos proches. Comment est-ce qu'on vit ces finales, que ce soit en Russie et à Doha? Le vrai problème qu'on a quand nous sommes des passionnés, on n'est pas objectif. Vous l'avez bien compris. Bien sûr. On est partie prenante. Et dès que le match commence, je regarde ma montre pour savoir à quel moment il va finir. Chaque seconde qui passe, c'est un crève-cœur. Mais le pire de crève-cœur, c'est le temps additionnel. J'ai toujours peur qu'il m'arrive un accident, qu'il y ait un coup de pied là pour tout. On l'a vu maintes fois, hein. Et dans le championnat, ça arrive quasiment 3 fois sur 10. Donc, le passionné que je suis, il se priverait de ce match. Okay. En fait, ce que j'aimerais, c'est uniquement avoir le résultat. Voilà. Parce que tout au long, on tremble pour son équipe, on tremble pour ses joueurs. Et comme certains joueurs, on les aime, parce que pour certains d'entre eux que je côtoie, que je veux, etc., on a envie qu'ils soient au top. Bien sûr. Mais sur le toit du monde. Mais oui, mais ça marche pas toujours comme ça. Il est en pleine santé, il est bien, etc., dans sa vie personnelle, il rentre sur le terrain et il avance pas. Et on comprend pas pourquoi, et lui le premier comprend pas pourquoi. Et ça c'est le cas. Puis le deuxième cas où le type il rentre en cours de jeu, il a été remplaçant. Il y a rien de pire que d'être un remplaçant et il fait un carton et sa carrière redémarre. C'est ça le sport. Il y a pas de vérité acquise tout le temps, et tant mieux. Il y a eu du temps additionnel, il y a eu des prolongations, il y a même eu des tirs au but. Comment est-ce que vous avez vécu comment le stress? Vous êtes en train de me remettre dans le stress de l'époque. Je veux pas. Mais non, mais c'est terrible. Mais du stade, comment est-ce que... Mais arrête, c'est douloureux. Mais j'ai plus mal qu'eux. Parce que quand ils sont sur le terrain, ils sont pas heureux, mais ils ont pas cette espèce de recul, parce que moi je ne peux rien faire. Eux, ils peuvent faire. Moi, il y a rien de pire que de rester comme ça et de dire putain merde. Et alors, ce qui est plus drôle, c'est quand on parle à mon époque. Ah, mon époque, il y a de quoi rire. C'est tout. Donc oui, je suis un fracassé de foot. Oui, je suis pour une équipe qui gagne. Mais quand une équipe perd, franchement, j'ai beaucoup plus de peine que de joie. Parce que les gamins, il n'y a pas une équipe au monde, un joueur au monde qui rentre pour perdre. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, c'est tout. Et c'est pas l'argent. Là, j'ai lu aujourd'hui que dans l'équipe, il y avait les salaires. Oui, ils sont sortis aujourd'hui. Mais franchement, quel intérêt? Okay. Si ce n'est de faire en sorte que ce soit des boucs émissaires. Ils disent pas combien Johnny gagnait. Mm-hmm. C'est incroyable. Hein. Et pourtant, Johnny se produisait 2 heures. Mm-hmm. Tu vois, c'est incroyable. Pourquoi ils disent pas ce que gagne Picasso pour chaque tableau vendu? Ils font des éléments de comparaison parce que ils estiment que nous sommes populaires. C'est n'importe qui peut faire ce qu'on fait, ce qu'ils font, pardon. Parce que tu vois, si jouer avec Pelé, c'est. J'ai joué. Si je lui dis ça, il m'a laissé un trophée extraordinaire que je peux pas. Je montrerai un jour s'il venait au bureau. Voilà. Avec grand plaisir. J'ai un truc de sa part à mourir. Avec grand plaisir. Je prends la passation et je prends la transition sur les salaires puisque au début des années 2010, un homme arrive en France. Je sais que vous êtes très proche de lui, Monsieur Nasser Al-Khelaifi, qui reprend le Paris Saint-Germain à ce moment-là. Et qui va le faire tout simplement changer de dimension, ainsi que le football français. Si les 10 premiers salaires de Ligue 1 appartiennent aux joueurs du Paris Saint-Germain, ça en fait partie parce qu'il a voulu justement prendre le club de la capitale et en faire un club qui actuellement, on peut le dire, est sur le toit du monde. Quelle est d'abord votre relation avec lui? D'abord, c'est une relation de confiance et c'est un dirigeant visionnaire. Mais c'est un dirigeant amoureux. Il aime Paris. Il aime ce club quand il arrive. Et Paris, c'est Paris Lumière, première ville au monde. Et il veut donc lui donner les meilleurs joueurs au monde. Et il a raison, car il croit naïvement que les meilleurs joueurs du monde vont nous amener au toit du monde. Et comme il est, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, hyper intelligent, sportif, très grand tennisman, il va repenser sa pensée grâce aussi à son prince, en se disant que le réservoir des joueurs de l'Île-de-France est énorme. Il va donc s'atteler à un centre de formation, le premier au monde, pour avoir des gamins, des titis, j'allais dire en pagaille ou presque, où il va en faire des énormes champions. Il va recruter des gamins à Rennes, à Lyon, etc., qui ont 15 ans, 16 ans. Il croit en eux. Il les identifie. Et il va nous amener une équipe où le SAR système est dépassé, pour avoir une équipe de solidarité, d'exemplarité, de force, d'identité. Paris, vous avez raison, nous sommes au toit du monde, mais on le lui doit. C'est lui. Quand il y a une défaite, quand il y a des problèmes, c'est lui qui a morflé, c'est lui qui a tout subi. Et quand je dis lui, c'est évidemment ses actionnaires, le prince, etc. Mais il s'est jamais découragé. C'est un... Pardon de vous le dire, mais des dirigeants de cette qualité en Europe, il n'y en a pas des masses. Vous avez raison de dire que le président du Real de Madrid, le président du Bayern de Munich peuvent éventuellement le côtoyer. Mais celui qui est au-dessus du lot, d'ailleurs, il est président de l'ensemble des joueurs européens, des clubs européens, pardon. Il faut que j'arrête de boire le matin. Voilà. Donc, vous me faites parler de lui. Bon, il n'y a rien à dire, si ce n'est que c'est le meilleur d'entre nous. Quelle est votre relation maintenant avec le Paris Saint-Germain? Alors, à l'origine, vous savez, je suis nantais. Hein. J'ai cru le comprendre. Ouais. En fait, je suis olympien de l'OM, de cet OM que vous n'avez pas connu, qui m'a fait rêver. Mais après, je suis devenu nantais parce qu'ils m'ont donné la chance de ma vie. Mais là, revenons au Paris Saint-Germain, de ce Paris Saint-Germain que j'aimais bien, point. Pas aujourd'hui. Il nous a fait aimer le jeu, formidable, aimer ces joueurs qui donnent tout. Parce que tout à l'heure, je vous dis, il n'y a pas un joueur qui entre dans un match sans vouloir gagner. C'est vrai. Mais les joueurs, quelquefois, sont égoïstes. Plutôt de faire une passe judicieuse à un ami, il préfère tirer. Ça n'existe pas au Paris Saint-Germain.
c'est la solidarité prime. Et il a trouvé un entraîneur qui lui correspond, à qui il fait confiance. Et quand Nasser fait confiance, c'est confiance. Nasser, c'est pas un intrigant, il vient pas derrière pour etc. Luis Campos, il a trouvé un directeur sportif de très grande qualité. Il a travaillé dans le temps. Il s'est donné le temps du temps. Et c'est rare, mais il faut des moyens à ça. Et les moyens, il a. Pourquoi? Parce que c'est Paris. Et vous avez raison. Aujourd'hui, il n'y a pas une équipe au monde. D'ailleurs, on a vu les trophées d'année dernière, qui était c'est une razzia. Et ne me parlez pas que Chelsea est champion du monde des clubs. C'est une vaste rigolade. Quand nos joueurs se présentent à New York, ils sont exténués. Ils peuvent même pas marcher. Vous les voyez, vous y êtes en plus. Oui, j'y suis. Je pense vraiment qu'on va leur mettre 3-0 à Chelsea. Puis la seconde mi-temps est formidable, mais la première, on patine parce que la chaleur, le truc, on a disputé des matchs contre Bayern de Munich, contre le Real, etc. Alors que les autres, ils se sont pris des équipes à portée. Bon bref, puis ils ont pas eu la carrière européenne qu'on a eue l'année dernière. Donc, je veux dire, j'aime ce Paris Saint-Germain, j'y vais. Je fais pas tous les matchs. Parce qu'il y a des moments, je respire, hein, je vois d'autres équipes, parce que je suis attaché au PFC, qui démarre, à son président, que j'aime, Antoine. Je vais le voir parce que il démarre de quasiment de zéro. Ils avaient déjà un président, Pierre, qui était Ferracci, qui a mis 50 ans à faire monter ce club. Tout ça, ça m'attache, voilà. Mais mon cœur est au Paris Saint-Germain, c'est une évidence. Bien sûr. Et donc, on peut maintenant y revenir. Vous partagez cette passion avec Nicolas Sarkozy, avec qui vous vivez les matchs. Comment on vit un match avec Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est deux supporters qui parlent foot? Est-ce que vous y allez, c'est un moment de divertissement et que vous parlez d'autre chose? Est-ce qu'il faut pas vous déranger pendant les matchs? Comment ça se passe? D'abord, vous parlez d'un ami et d'un exemple pour moi. Mm-hmm. Donc, il a la même passion que j'ai pour le football. Je viens pour le football et l'ensemble du football, hein. Et pour le Paris Saint-Germain. Donc nos discussions sont rarement politiques. Je dis bien rarement politiques. J'oserais même pas. Je suis un enfant de cœur. Mais on parle football. Et il donne son avis, etc. Et il a un avis souvent très pertinent. Mmh. Il a cette espèce de culture. Il a joué Nicolas, il a joué arrière gauche. Je suis sûr qu'il aurait aimé être au milieu. Mais bon. Il jouait derrière, hein, c'est clair. Et donc, on a cette passion commune. Et aller voir un match de foot avec lui, ça amplifie l'adhésion que j'ai de ce Paris Saint-Germain, qui, en fait, il me l'a fait aimer. Comme Nasser me l'a fait aimer. Parce que ce sont des gens fiables, des gens qui ont de l'amour à donner. C'est important, ça. Quand je vois Paris Saint-Germain, Le Havre, Nicolas Sarkozy me dit Le Havre s'en sort pas mal, se défend bien. Tu dis pas tu vois, c'est cette espèce de vision qu'on a du football, lui et moi, et lui en particulier, c'est de dire pour gagner, il faut être deux, mais il faut un adversaire de qualité. Et Le Havre, ce jour-là, qui a perdu pourtant 4-0, s'était défendu comme il pouvait. Ils auraient pu en prendre 8, hein, mais ils n'en ont pris que 4, donc bravo. Avec une tactique bien respectée. Toujours. Et respectable de ce fait. Pour toucher à la fin de ce football, quel est le rôle de Jean-Claude Darmon à ce 2 avril 2026 dans le monde du football, après toutes ces activations, toutes ces activités? Quel est le rôle? Est-ce qu'il y a un rôle de conseiller par-ci, par-là? Est-ce qu'il est appelé par la Ligue de football? Est-ce qu'il est appelé par certains clubs? Est-ce qu'il rend simplement des services à des amis? Comment ça se passe? Moi, de toute façon, je suis au carrefour. Je vois souvent le président de la Ligue nationale, Vincent Labrune. Je vois souvent le président de la fédération. Avec les deux, je déjeune, on parle, etc. Mais j'ai pas de conseils à leur donner. Parce que au poste qu'ils occupent, je pense qu'ils ont déjà tout compris. Mais je suis informé de tout.
je me contente pas de voir ce qui se passe dans mon pays. J'essaie de voir plus loin. Je vois tous les résultats, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, la Hollande, etc. Ça m'intéresse, ça m'interpelle toujours. Je suis étonné d'ailleurs de certains résultats. Vous savez tout comme moi, la Norvège a eu un club incroyable, qui a fait avec des joueurs de joueurs amateurs, quasi amateurs, qui sont devenus maintenant de vrais professionnels. Donc je suis attaché à ce football européen, et le conseiller n'est jamais le payeur. Donc je me contente d'aimer ce que j'aime et de porter mon expérience, qui peut servir pour certains joueurs. Je les conseille, mais je suis pas leur agent. Je m'occupe jamais de rien, jamais de problème d'argent entre nous, mais j'essaie de les aider parce que leur carrière est courte, très courte pour certains d'entre eux, entre 10 et 12 ans, 14 ans pour ceux qui sont les plus aguerris. Voilà, ma vie est faite de ça. J'ai toujours un projet tous les jours. Quand je me lève le matin à 6 heures, quelquefois j'ai rien à faire et je me lève quand même à 6 heures. Et toujours. D'ailleurs, j'ai une femme de mon âge, une gouvernante qui comprend qui neige, tout, je chante, elles comprennent rien du tout au film. Et encore aujourd'hui, elles ont passé 20 ans, 25 ans avec moi. Fouzia, ça fait 36 ans qu'elle me supporte. Ouais, je chante. J'aime chanter. Je vous le disais tous les jours, c'est un jour de plus pour moi à vivre. Et donc, un jour de plus, il faut le remplir. Bien sûr. Et pour le remplir, il faut avoir des projets. J'ai toujours des projets. Voilà. Magnifique. Ça laisse rêveur à ce niveau-là. On a parlé beaucoup de foot. Je sais qu'on va terminer, mais simplement, il y a des étudiants qui aiment aussi d'autres sports. Je sais que vous aimez d'autres sports, histoire d'avoir un mot là-dessus. Alors la boxe, on en a parlé beaucoup. Oui. Le rugby, énormément c'est aussi. Vrai. Vous avez un grand faible pour ce sport qui, d'ailleurs, si je ne trahis aucun secret, vous a amené la Légion d'honneur. C'est pour ça que vous l'avez. Ouais, c'est drôle. Est-ce que vous pouvez raconter cette anecdote? L'anecdote se trouve dans les vestiaires du Paris Saint-Germain, dans la salle privée de Nasser, avec Jean Castex, Premier ministre en exercice, Nicolas Sarkozy. Et on parle de tout, et le Castex me dit Jean-Claude, la Légion d'honneur, il l'a obtenue grâce au rugby, évidemment. Nicolas dit mais non, ça va, commençons pas. Jean-Claude, c'est le football. Et je lui dis Nicolas, je suis navré, mais c'est vrai. Il a raison, j'ai bien débuté dans le rugby et j'ai fait au rugby, etc. Même si je le cachais en termes de communication. Mais j'ai jamais eu la Légion d'honneur. Et les deux se regardent et me disent c'est pas vrai. Je dis oui, c'est pas vrai. Et Nicolas me dit comment? J'étais président de la République pendant 6 ans et tu me demandes pas. Je dis non. Et d'ailleurs c'est drôle, ce jour où on me remet la Légion d'honneur, il y a 6 ministres des sports qui sont là et les tous me disent mais tu me l'as jamais demandé, tu me l'as jamais dit. Non, c'est vrai, c'est grâce à Castex qui fait une réflexion. Et je pense, d'ailleurs, c'est lui qui me la remet, c'est-à-dire que c'est Nicolas qui me remet la médaille, mais c'est sur le contingent du Premier ministre que j'ai la Légion d'honneur, voilà, qui est le Graal pour moi, parce que ça prouve au moins que j'ai rendu service à mon pays et que ce qui était ma vision de Jean-Claude Darmon, c'était pas l'argent, mais c'était la reconnaissance, car la Légion d'honneur, c'est le Graal de la reconnaissance. Magnifique vision par le sport, la boxe. Oui, évidemment. Vous appréciez j'adore énormément. Je suis un fracassé de boxe. Avec ce portrait dans votre bureau immense, qui probablement le plus grand boxeur au monde, mais on peut pas les comparer. C'est Mohamed Ali, que j'ai croisé à Broadway il y a un siècle, formidable. Tyson, Holyfield, avec qui j'ai passé du temps, j'adore ça. Vous êtes inspiré de tous les sports. Oui, parce que le sport est unique. Le sport est unique. Marchand, il a les mêmes pulsions que Zidane, qu'est-ce que tu crois? Et avant, il a le doute, il a la volonté, il a l'entraînement, il a la diététique. Ils ont, qu'on le veuille ou non, après, ils ont des choix. Il y a le 100 mètres, il y a le marathon, c'est pas les mêmes. Et pourtant, ils s'entraînent d'arrache-pied, ils ont envie de réussir et de gagner.
Et certains d'entre eux, et beaucoup d'entre eux ont eu des échecs. Ça les a pas empêchés d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Somptueux. On va terminer ce podcast par une et simple question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jean-Claude Darmon dans les années qui arrivent? D'être utile. Ok. Voilà. C'est le plus important. Je m'arrêterai là-dessus. C'est une phrase qui prend tout son sens et qui est somptueuse dans justement ce qui va arriver avec les grands événements qui vont arriver. On encouragera ensemble le Paris Saint-Germain encore une fois cette année en Ligue des Champions. On va se croiser. Avec grand plaisir encore. dans ce beau Parc des Princes et puis après Coupe du Monde bien sûr cet été aux États-Unis. J'y serai. Voilà, je n'avais aucun doute sur le dossier. Un grand merci d'être venu nous rendre visite ici à la Sports Management School pour cette semaine Behind the Game à travers les l'After du sport. J'espère que tout le monde a apprécié ce podcast. Vous avez en tout cas pris beaucoup d'inspiration à ce niveau-là. Écoutez, bu ces paroles. C'était un bonheur pour moi d'avoir cette belle discussion. On se revoit très vite. Merci surtout de m'avoir invité. Oui. Et se revoir trop vite, c'est une évidence. Ça me va dans ces cas-là. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Suivez les réseaux sociaux de l'école. Il y a plein de contenu qui sort. Les étudiants se sont donnés pour sortir cette belle semaine et recevoir toutes ces belles personnalités. On se revoit dans un prochain numéro très très vite. Bye bye.